Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Allez, dites-moi comment vous allez aujourd'hui. La team replay, faites-moi un coucou, mettez-moi des pouces, donnez-moi de la force. Comment vous allez aujourd'hui? Ça caille ici. Bon, allez, c'est parti. Ça fonctionne, vous m'entendez bien? Aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome du sauveur. C'est un truc qui me colle à la peau. En fait, ça part de... Je développe mon offre. En ce moment, je travaille sur voilà, comment je peux faire pour vous expliquer au mieux, vous partager au mieux ma méthode et comment j'ai fait de l'hypersensibilité une force et tout ça. Et donc, j'ai été lire quelques posts. Voilà, je suis sur les réseaux pour le travail. Mais forcément, comme tout humain, une fois que je suis sur le réseau, j'ai posté mon truc et après, je commence à scroller. Et je me suis encore fait avoir par le syndrome du sauveur. J'ai été bêtement, critique intérieure, poster des messages pour proposer mon aide, pour dire je suis là si t'as besoin. Parce que pour moi, les gens, ils postent soit il y a des questions, soit ils posent des questions. En fait, je suis très sensible aux posts où les gens, ils sont là en train de dire je suis en dépression, j'en suis là, il s'est passé ça, ou j'ai des crises d'angoisse, j'y arrive plus, ou je dors plus, ou vous savez, je vous parle beaucoup des somatisations. C'est ce qui m'a sauvé les somatisations, c'est parce que j'avais un problème de crise d'angoisse, de problèmes digestifs et tout ça, que j'ai commencé à chercher des réponses. Donc je me dis qu'avec ce genre de post, moi ça vient chercher mon cerveau empathique, mon côté empathique. Et bref, j'ai voulu proposer mon aide à des personnes qui n'ont rien demandé en final, parce que on a le droit aussi de poster et de pas attendre de réponse, quoi. Donc j'ai eu 2-3 retours un peu cash, piquants, et là je me suis souvenu que j'avais le syndrome du sauveur. Et je pensais que c'était terminé, je l'avais conscientisé, je l'avais observé, j'avais fait une série de vidéos sur YouTube. Je croyais que c'était fini, mais en fait, pas du tout. Je me suis souvenu que le syndrome du sauveur, c'est ça. C'est quand je veux donner un conseil, mon avis, proposer de l'aide, alors qu'on m'a rien demandé. Et c'est revenu, quoi. Donc j'ai eu 2-3 retours piquants. Donc l'ego il aime pas. Je fais purée, j'ai fait un truc, ça va pas. Et tout de suite, comme j'ai le process maintenant vraiment clarté, confiance, connexion, dont je vous parle à chaque fois, que j'ai mis dans ma masterclass pour que vous ayez toute la méthode, quoi. Vous avez tout. Du coup, j'ai pu faire la clarté beaucoup plus rapidement parce que ça m'a pas pris la tête et ça m'a pas fait des ruminations et du brouillard mental et tout pendant une semaine. Normalement, je mets une semaine, 15 jours à traiter les trucs. Et là, j'ai fait ça dans la soirée. Coucou, bienvenue. Dis-moi si tu as des questions, si tu es sur cette vidéo parce que tu te sens concerné par le sujet. J'étais en train de partager que je me suis encore fait avoir par le syndrome du sauveur. J'ai voulu proposer mon aide à des gens qui n'avaient rien demandé. J'ai eu des retours bien piquants. J'ai eu des retours aussi plus bienveillants. Et c'est pour vous dire aussi qu'il y a autant de négatifs que de positifs quand on est vraiment ouvert au tout est déjà là, que je vous avais livré dans ma vidéo avec les 12 clés pour se libérer de la peur du manque, avec vraiment mon nouveau paradigme et les lois dont j'essaie de me rappeler au quotidien, là, que j'intègre et que j'incarne. Mais voilà. Si on n'est pas vraiment omniconscient, omniprésent dans la présence, on peut retomber facilement. Voilà. Donc hier soir, je suis retombée. J'ai été proposer mon aide à des gens qui n'avaient pas demandé et j'ai dit purée. Et pourtant, j'avais fait la série de vidéos, j'avais conscientisé le truc, Mais voilà. En fait, ça se manifestait au travail. Et pas dans mon couple, par exemple. Dans mon couple, j'ai pas du tout mis ça en place. Je voulais quelqu'un de solide, quelqu'un de... Voilà, qu'on soit une équipe et qu'on soit solide tous les deux. Mais par contre, au travail, c'est comme si il fallait que mon système de croyance, de pensée, de détection, mon GPS,
il me fasse ah là, il y a des gens qui ont besoin de toi, quoi. Il y a des victimes, hein. Je vous avais parlé du triangle de Cartman, victime, sauveur, persécuteur. Tant que moi, je me positionne en sauveur, je vais voir des victimes partout, quoi. Donc, faut vraiment, à chaque fois que je conscientise le truc et que j'attende de voir si on m'a demandé de l'aide et si la personne est OK, enfin, si faut qu'il y ait une demande. Et donc là, je voulais vous redonner tous les éléments qui m'ont aidé à conscientiser ce syndrome et à m'en sortir. Parce que il y a aussi des gens qui m'ont dit ah oui, moi aussi je suis concernée par le syndrome, force à toi et tout. Mais j'étais là, mais c'est trop important, je peux t'aider, machin et tout. Mon cerveau il était en mode mais il faut que je t'aide, faut que je. Mais en fait non, c'est juste la personne m'a dit oh moi aussi je suis concernée, allez ciao. Bah écoute, moi ça me prend au trip, ça me trigger, tu vois, parce que c'est un truc qui m'a épuisé des années. Je me suis fait donc rejeter, humilier, manipuler, machin et tout des années avec ce truc-là. Et si t'en as déjà conscience, quoi, ça veut dire que tu peux déjà le transformer. Donc voilà. Donc là, je vais te donner tous les éléments qui, moi, m'ont vraiment, vraiment aidé à conscientiser le syndrome du sauveur, à savoir comment ça marche pour m'en libérer, m'en détacher et ne plus retomber à partir d'aujourd'hui. Je progresse chaque jour. Donc la nouveauté par rapport à hier, par contre, c'est que je l'ai conscientisé. Je l'ai vu direct. Donc j'ai arrêté de faire des messages tout pourris à des gens qui m'avaient rien demandé. Et je suis revenue dans mon alignement, ma force, mon centre. Le truc que j'arrête pas de vous partager, de faire de l'hypersensibilité une force, c'est ça. C'est un moment de revenir dans wow, qu'est-ce qui m'appartient? Ok, on m'a rien demandé, ok. Et pour la première fois, donc j'ai pu, parce que je me suis formée à l'EFT, que j'ai découvert tout un tas de choses, me dire pour la première fois, même si voilà, la personne même si j'ai proposé mon aide à des gens qui m'ont rien demandé, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et c'est ce dont on a parlé sur le live d'hier. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était pour se libérer, calmer le mental et retrouver sa sérénité. C'est-à-dire, on a vu hier comment passer de l'autocritique à l'autocompassion. Et ça change tout. Ça change tout. C'est vraiment... ça a changé ma vie. Parce que l'amour est 100 000 fois plus fort que la haine. Donc si aujourd'hui tu me regardes et que tu te dis... bah je vous ai dit ça hier aussi, hein, mais c'est vraiment fort, c'est que tu te dis à un moment, l'ego il dit ouais non mais ça fait 50 ans que je suis comme ça, je vais pas changer en 3 mois. Bah si, parce que l'amour est 100 000 fois plus fort que la haine. Donc là, en 3 mois, 6 mois, 9 mois, on s'en fout, mais en peu de temps, parce que chaque, tu sais, c'est le truc des petits pas, l'effet des petits pas cumulés de Gary Craig, non, j'ai plus le nom. L'effet des petits pas cumulés de, je sais plus le nom, pardon. Je sais plus. Warren, bref. Et ben, à chaque jour, tu vas conscientiser des trucs, tu vas faire un petit degré, un petit pas par jour, et on s'en fout, 3 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fiche, franchement, c'est dans une vie, c'est rien du tout. T'auras complètement changé ta vie, puisque tu seras plus du tout là en train de... Non, justement, tu seras plus du tout là en train de galérer dans tes valeurs dérivatives par mimétisme, VDM. Tu seras carrément en train de revenir dans ton alignement, dans ton centre, dans ta puissance intérieure. Ça, là, tout ce qui nous dérive, tout ce qui nous fait souffrir, c'est les valeurs dérivatives par mimétisme. Et donc, tu peux carrément garder le VDM. Il y avait une série qui s'appelait comme ça, Vie de merde. Et c'est un peu ça, quoi. Ça te prévient, t'as des embûches, t'as des difficultés, t'as de l'adversité. Et puis quand tu vas redresser ici, t'arrives dans le flow, dans ta force intérieure, dans ton centre. Donc, pour la première fois hier soir, j'ai dit, ok, j'assume, en fait, c'est ça, c'est t'es détaché, tu sais que c'est pas toi, en fait, ton ego, il est là, non, je peux pas en parler, j'ai honte et tout. J'ai eu un peu honte, j'ai un peu culpabilisé, et tout de suite après, je me suis rappelé, autocompassion, je suis humaine, et ça va le faire. J'en ai conscience, je fais de mon mieux, je progresse à chaque jour, je fais mes petits pas. Je suis pas là parce que je suis parfaite, je suis là parce que j'ai transformé mes connaissances en compétences et que comme j'ai fait le chemin maintenant, je me sens vraiment à ma place quand je suis en train de vous accompagner à faire ce chemin aussi. C'est quelque chose de vivant pour moi, c'est quelque chose de qui nourrit mon âme, quoi. C'est plus fort que moi. Donc comment on en vient à ce syndrome du sauveur? Le syndrome du sauveur, j'ai appris,
effectivement, je garde que les infos qui valident et qui me parlent. Après, c'est à vous, hein, comme on dit, je suis comme une source. Vous venez, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Vous abreuvez et vous laissez le reste. Le syndrome du sauveur prend souvent racine depuis l'enfance, en fonction de l'environnement et des attentes qui ont pesé sur nous en tant que bébé dans notre enfance. Et donc, les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet ont identifié plusieurs types de bébés. C'est pareil, on dit qu'on fait des généralités et tout, des fois l'ego il aime pas. Non, il faut prendre ça comme on est obligé un peu de schématiser, de résumer des schémas répétitifs, des patterns qu'on reconnaît hein, quand on a bossé plusieurs années sur un sujet. Et donc on peut un peu classer les éléments pour que le cerveau puisse visualiser quelque chose. Vous triez comme d'habitude, vous prenez ce qui fait sens pour vous et vous laissez le reste. Il y a 5 types, 1, 2, 3, 4, il y a 4 types de bébés là que j'ai. Il y en a certainement d'autres. Et voilà, c'est déjà une première classification qui m'a aidé à voir comment ça marchait. Donc le premier, ça serait le bébé dit éponge émotionnelle. Donc dès tout petit, c'est le bébé qui ressent les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. Oh, dis donc, ça me fait penser à l'hyper-empathie. Parce que l'hypersensible, moi, le syndrome du sauveur, c'est vraiment ça. C'est que quand je vois en miroir quelqu'un qui se sent en détresse, qui envoie... Voilà, ça peut être que la personne n'a rien demandé. Mais moi, avec toutes mes infos, on en a parlé, hein, l'hypersensible, c'est un foisonnement d'informations. Pensées, émotions, ressentis, sentiments, sensations, enfin, c'est plein d'informations. Donc même en une phrase, c'est comme si tu avais dans ta tête visualisé un tableau de la personne. C'est ce que ça me fait. Et du coup, je dis, oh là là, faut que j'aille l'aider. Ça allume en moi, ça fait en miroir en moi de... De toute façon, s'il y en a un de nous qui va pas bien, c'est comme si je pouvais pas aller bien. Vous savez, on dit souvent ça, on a besoin que tout le monde aille bien autour de nous et tout ça. Donc, ça réveille plein de choses, ce simple message. Donc, vraiment ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les nôtres, faut vraiment, c'est pas qu'une phrase, quoi. Faut vraiment conscientiser le truc pour apprendre à discerner, à détacher et à discerner ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas. C'est hyper intéressant. Donc, si ses parents sont stressés, au bébé éponge, triste ou en conflit, il va chercher inconsciemment, à absorber ses émotions pour soulager l'ambiance familiale. Donc ça, c'est inconscient. On est des êtres sociaux. On est là, en fait, on aime bien être en groupe parce qu'on va se co-réguler les uns les autres. Ça se passe au niveau du système nerveux. Et on a besoin de cette co-régulation, on a besoin les uns des autres à un niveau inconscient, à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est on va absorber ses émotions et il y a plusieurs manières de le voir. Un bébé, c'est inconscient, ça se passe dans le système nerveux autonome. Autonome, ça se fait tout seul, c'est inconscient. C'est des choses et c'est pour ça, d'en prendre conscience, tu peux commencer à le changer. Donc devenu adulte, il mettra toujours les besoins des autres avant les siens, incapable de voir où il s'arrête et où les autres commencent. Ça me touche parce que ça me parle fort. Et la croyance derrière ici, c'est que si je peux apaiser les autres, alors je me sentirai moi en sécurité. En fait, moi je croyais que je voulais sauver le monde, aider tout le monde et tout, et en fait c'est hyper égoïste, c'est parce que moi j'avais besoin de sécurité. Et ça, tant que je ne l'ai pas conscientisé, j'allais m'épuiser dans ce truc du sauveur, je ne pouvais pas m'en détacher, je ne pouvais pas arrêter de faire ça. Si je peux apaiser les autres, je me sentirai moi en sécurité. Donc ça, c'est le bébé éponge émotionnelle. À chercher inconsciemment à absorber les émotions pour soulager l'ambiance. On a besoin d'avoir un climat, une ambiance émotionnelle, un environnement sécure. Sinon, ça nous renvoie à nos propres insécurités et c'est très inconfortable. C'est pour ça que on va aussi chercher à remettre de la sécurité dans le système, je vous dis souvent. Vraiment apprendre à réguler son nerf vague, ne serait-ce que, pas contrôler, mais vous savez, rediriger son dialogue intérieur vers l'autocompassion. C'est comme ça qu'on remet de la sécurité. Le deuxième, c'est le bébé parentifié. C'est un bébé qui grandit trop vite car il doit prendre soin d'un parent
malade, dépressif, immature, ou dans notre cas, hein, hyper empathique, ben simplement, oui, immature, voilà. Les parents enfants, vous voyez, immature émotionnellement, quoi, qui peut... Le bébé a déjà la sensation de devoir s'occuper de son parent, hein. Et puis, vous savez, vers 5, 6, 7, 10 ans, il y a beaucoup de films là-dessus où la grande sœur, le grand frère va prendre en charge un peu la fratrie et puis remplacer le parent un peu défaillant à son sens, hein. Pareil, c'est toujours une interprétation de notre part. C'est nos perceptions, nos interprétations qui nous font nous mettre en action et développer ces syndromes, cette manière de voir le monde. Donc le bébé parentifié, une fois adulte, il ressent une responsabilité excessive envers les autres et il a du mal à accepter de l'aide pour lui-même. Et quand j'ai cette responsabilité excessive envers les autres, je peux le ramener dans le triangle de Karpman. Je vais vouloir sauver aussi en continu et donc voir les autres comme des victimes. Comme, vous voyez, c'est comme si j'avais pas eu un modèle qui m'a plu de parents. J'ai pris le rôle et je suis mon propre modèle. Donc ça devient hors de question de demander de l'aide ou d'accepter de l'aide pour moi-même puisque je me suis fait tout seul, je suis assez fort, je suis assez forte. Et la croyance derrière ici, c'est si je ne suis pas là pour aider, alors tout va s'effondrer. C'est ça, c'est cette phrase qui revient. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Mais si je ne le fais pas, enfin, je ne peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas, quoi. Et ça, on ne peut pas les faire changer d'idée, quoi. Le troisième, c'est le bébé valorisé pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Donc c'est un bébé qui reçoit de l'amour et de la reconnaissance seulement quand il fait bien les choses. Réussite scolaire, obéissance, aider les autres. Donc c'est un bébé qui apprend que sa valeur dépend de ce qu'il donne aux autres. Et devenu adulte, il a du mal à dire non et il cherche constamment à prouver qu'il est utile pour se sentir aimé. Et la croyance ici, c'est si je ne rends pas service, alors je n'ai pas de valeur. C'est des gens qui sont dans le faire et l'avoir parce que leur être n'a pas été valorisé à leur sens. Hein. Valorisé pour ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il a. On peut dire après en étant adulte. Hein. C'est celui qui a la plus grosse, c'est celui qui... Vous savez, on se plaint qu'on est superficiel, que le monde est superficiel, et parfois c'est à l'intérieur de nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, on a besoin d'avoir la plus grosse voiture, la plus belle maison, le plus beau, la plus belle étiquette de poste, de travail et de machin, alors que au fond on se sent carrément vide. Toutes ces histoires, ces biographies d'artistes qui ont fait tout ce qu'il fallait pour exister et qui à l'intérieur en fait se sentent profondément vides et peuvent mettre fin à leur jour ou ont des histoires complètement d'autodestruction, quoi. Et le bébé invisible, c'est qui cherche sa place. Il a grandi dans un environnement où il se sentait inexistant, peu écouté, et donc aider les autres devient un moyen d'exister et d'attirer l'attention. Donc le bébé invisible qui cherche sa place, une fois devenu adulte, il donne sans compter, pensant que c'est ainsi qu'il sera enfin reconnu. Si je ne sauve pas les autres, alors je n'existe pas. Vous voyez, ça vient toucher à notre existence, à notre valeur, à notre sentiment de sécurité. Moi, pour moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces connaissances et qu'il faut véritablement transformer en compétences. Ça veut dire que j'ai ça dans un coin de ma tête et quand une situation va se présenter, il va falloir que je discerne ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Est-ce que c'est mon cœur, mon âme qui a vraiment envie de faire ça ou est-ce que c'est une blessure, le mental, l'ego qui va dire il faut parce que là ça va nourrir mon sentiment de sécurité, mon amour de moi, ma valeur, me faire exister. Voilà. D'où ça vient? De quel espace ça vient? Est-ce que ça vient de l'amour? Et on peut aussi se tromper parce que si on est trop identifié au début au syndrome, hein, on voit pas la différence. Ou est-ce que ça vient d'une peur de nourrir la peur du manque d'amour, la peur du manque d'exister, la peur de... Voilà, faut vraiment venir discerner ça. Ça, c'est ce qu'on fait dans le premier pilier du parcours, hein, faire de l'hypersensibilité une force. Le premier pilier, c'est clarté. On va discerner, se détacher, démêler
Vous mettez les mots que vous voulez, mais voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout vient de nos croyances, hein. Je vous le redis à chaque fois, les croyances, en cascade découlent les pensées, en cascade découle mon émotion, en cascade découlent mes décisions et mon action. Donc si je peux revisiter mes croyances au quotidien, je vais faire des petits pas pour me réaligner, revenir dans ma puissance, mon centre. Et ensuite, j'ai appris, donc moi j'ai appris ça vraiment, le syndrome du sauveur, le sauveur compulsif. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait plusieurs niveaux de sauveur. Et il y a 3 niveaux. Donc le niveau 2, déjà, c'est compulsif. Ça s'appelle le sauveur sacrificiel. On est déjà dans la perte de soi. Et donc, ça se manifeste comme ça. C'est vraiment un besoin irrépressible d'aider, même quand ce n'est pas demandé. La clé, elle est là. Si ce n'est pas demandé, est-ce que je suis en train de nourrir mon besoin irrépressible ou est-ce que la personne a demandé? Ça se manifeste quand on se sent responsable des problèmes des autres comme si c'était notre mission de les sauver. Alors j'ai toujours en moi cette mission d'aider, de contribuer, mais je dois rajouter tous les jours sans m'épuiser. Est-ce que ça va m'épuiser de faire ce truc-là? Par exemple, là, j'ai été donner mon avis sur un post où on m'avait rien demandé. Moi, ça m'a pas épuisé. Mais j'avais oublié la première clé, on m'a pas demandé. Donc, je me suis fourvoyée, j'ai eu des retours cash et c'était réglé. J'ai pu conscientiser et réaligner tout de suite. Voilà, le sauveur compulsif, il va culpabiliser s'il ne peut pas aider et il a du mal à recevoir de l'aide en retour, hein. Il y a un déséquilibré dans le donner-recevoir. Ça a tendance à l'épuiser émotionnellement et physiquement au point de négliger ses propres besoins. Et ça fait très écho à quand j'étais maître nageur. Je passais des heures au boulot, en short, t-shirt, claquettes. Donc, pour aller au boulot et revenir, je m'habillais à peine, hein, pour prendre la voiture. Parce que je savais que j'avais ma tenue de travail. Je me lavais à peine parce qu'il y avait toujours un cours d'aquagym, un machin et tout. Et je mangeais quand j'avais le temps parce que de midi à 2 et le soir, il y a toutes les activités. T'es en activité quoi. T'es en aquagym, t'es en surveillance ou t'es en train de faire de l'école de natation, d'enseigner la natation et tout ça. Donc je mangeais quand j'étais pas au travail, quand j'avais le temps. C'est pas je mangeais quand j'avais besoin. C'est pas je me lavais ou je m'habillais quand j'avais besoin. C'était tout pour le travail. Et c'est comme ça que je finissais épuisée. C'est comme ça que les derniers temps, je pleurais tous les week-ends. J'arrivais même plus à dormir, limite. Et j'étais épuisée. Et je me voyais même pas. Parce que j'étais gouvernée par ce sacrifice, cette perte de moi que je ne voyais même pas. Jusqu'au moment où il a fallu poser les choses et j'ai eu le cadeau de me faire plus ou moins licencier. En fait, ça a changé de direction et puis la nouvelle direction veut pas forcément des anciens. On a essayé de continuer comme ça un mois et puis ça n'a pas tenu. Donc ça a été un cadeau pour moi de pas non plus vouloir lâcher prise, hein. J'avais l'impression d'abandonner mon travail, d'abandonner mon équipe, mes clients, parce que j'étais manager aussi. Donc il y a tout un truc qui était imbriqué. L'ordre du sacrifice quoi. Parce qu'effectivement, une fois que j'étais en arrêt, que je me suis fait licencier, que les choses ont été posées, le téléphone ne sonne plus et tu te rends vite compte que personne n'est irremplaçable. Ça, on me l'a souvent dit. C'est pareil, c'était des feedbacks de la vie qui essayaient de me dire « Calme-toi avec ton truc du sauveur ». Mais je comprenais pas. Et je continuais à prendre des portes, quoi. Donc c'est ça, culpabiliser de ne pas pouvoir aider, avoir du mal à recevoir de l'aide, hein. Les gens, des fois la vie, elle va t'envoyer des gens, des situations qui vont te dire mais calme-toi, mais arrête, mais je t'ai rien demandé. Et puis bah là, soit l'ego il fait attends mais je vais m'engueuler avec toi parce que tu m'as dit mes 4 vérités, ou alors la conscience, le cœur il fait pourquoi elle m'a dit ça? Ok, on m'a pas demandé et en plus c'est de l'ordre du sacrifice et je suis en train de m'épuiser et il faut un moment que je le reconnaisse quoi. Donc forcément, on attire souvent des personnes en détresse, hein, que ce soit les amis, les partenaires, les collègues. On va se lier d'affection, d'amitié pour des personnes qui
qui sont attirés par notre part sauveur et donc qui vont nous présenter leur part victime parce qu'on n'est pas que ça, ok? On n'est pas que ça. On repasse dans l'autocompassion, hein. On se juge pas, on se critique pas, on prend conscience, on observe pour se détacher et pour plus retomber. Et pour se préserver et pour rester dans son centre et offrir le meilleur de soi, contribuer sans s'épuiser, arrêter de retomber, arrêter de retomber. Et vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'était vraiment hier soir. J'en ai fait un post et j'ai dit, faut que j'en reparle encore. Et l'enseignant, finalement, est en train d'enseigner ce qu'il a besoin d'apprendre lui-même. Et donc, ça me nourrit autant que ça peut vous aider ou autant que ça pourrait contribuer, je ne sais pas. Donc tendance à s'épuiser émotionnellement et physiquement, on l'a vu, au point de négliger ses propres besoins. Les pensées typiques en lien avec le sauveur sacrificiel. Donc on est au niveau 2 là. Si je ne suis pas là, tout va s'écrouler. Je ne peux pas abandonner cette personne ou cette situation même si elle me fait mal. C'est ce dont je vous parlais avec ma piscine, quoi. J'avais énormément de mal à lâcher. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'abandon et je ne pouvais pas. Parce qu'aussi, il y a la blessure de l'abandon dont j'ai parlé dans d'autres vidéos qui nous rend dépendants affectifs, dépendants, voilà. C'était en fait pour nourrir ma propre dépendance de ne pas vouloir abandonner. Enfin, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et on va rester ici sur le niveau du sauveur. Et les pensées typiques, je n'ai pas le droit d'être heureuse si les autres ne vont pas bien. Ça, moi, je l'avais très fort. Depuis mon accident de voiture en 2009, j'étais au volant, quelqu'un nous est rentré dedans et mon petit frère, j'avais 20 ans, il avait 10 ans, mon petit frère est devenu traumatisé crânien. Et j'avais cette pensée très forte que tant que mon frère n'irait pas bien, ne serait pas remis, je ne pourrais pas être heureuse. C'est une pensée qui m'a managée, hein, gouvernée pendant des années. Donc les conséquences sont l'épuisement, l'anxiété, la dépendance affective, la frustration et les relations toxiques. Les personnes ne sont pas forcément toxiques, on parle beaucoup du pervers narcissique aujourd'hui et tout ça. C'est dans le lien. La toxicité, elle est dans le lien parfois seulement. Je vous dis, ma part sauveur dans le lien avec cette personne que j'attire sa part victime, ce lien-là est juste toxique, épuisant, me crée de l'angoisse par exemple. J'avais après développé des crises d'angoisse, je croyais que c'était de la phobie sociale et tout ça, parce que dès que je croise quelqu'un, dans mes pensées ici de sauveur sacrificiel, hein, dans le niveau 2, je me dis, oh non, il va encore me demander quelque chose, je vais devoir sauver. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien à donner. Donc je ne peux plus croiser personne. Donc j'évite les situations, j'évite les gens et je m'enferme et je m'isole et je déprime. Et ça peut aller jusqu'à, vous le savez, de plus avoir envie de vivre, hein, ici et maintenant. J'ai étudié ça depuis donc que mon père a mis fin à ses jours, hein, en 2010, donc 6 mois après mon accident. Les personnes qui en viennent à ce constat ont fait la balance, hein, dans leur tête, dans leurs croyances, leurs pensées, qu'il y avait eu tellement plus d'expériences négatives, lourdes, douloureuses, que de positives, qu'à un moment la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est pour ça que c'est si important de prendre conscience de tout ça et de pouvoir s'en détacher pour revenir dans ton alignement, ta force, ta puissance, parce que chacun de nous a quelque chose à offrir, chacun de nous peut contribuer sans s'épuiser ici et maintenant, faire avec ce que l'on a, faire depuis le paradigme que tout est déjà là. Il suffit simplement de faire un pas de côté, de dissocier, démêler, détacher pour voir plus clair. Donc le niveau 1, ce serait le niveau modéré, le sauveur empathique, il est socialement adapté, il a naturellement envie d'aider, mais il reste conscient de ses limites. Donc voilà, tous les jours au quotidien, je travaille pour revenir au niveau 1. Il est souvent celui ou celle vers qui les autres se tournent pour des conseils ou du soutien. Donc si naturellement, hein, c'est quelque chose qu'on porte en soi, il y a cette part aussi, parce qu'au début, après, je me suis dit, je vais pas être coach. Je vais pas être coach en développement personnel ou quoi que ce soit, parce que ce serait que renforcer mon truc du sauveur. Donc je me suis bloquée longtemps à pas faire ce que j'avais envie de faire, croyant que c'était qu'un syndrome. Et au final, non, ça fait partie de moi, mais il y a un niveau qui est plus sain, qui est
équilibrée et qui me nourrit. Donc je suis souvent celle ou celui vers qui les autres se tournent pour des conseils ou du soutien. Oui, ça fait partie de moi. Par contre, il faut que je fasse attention aux deux clés. Est-ce qu'on m'a demandé et est-ce que je suis en train de m'épuiser ou pas? Est-ce que je suis en train de négliger mes besoins ou pas? Et puis, le niveau modéré, le sauveur empathique, il ressent parfois de la fatigue émotionnelle, mais il arrive à se préserver. Hier soir, j'ai eu des retours cash, ça m'a fait mal, donc ça m'a fatiguée, ça m'a pris de l'énergie. Et puis j'ai tout de suite coupé et j'ai tout de suite pu faire la clarté pour observer. Et ça m'a pas... J'ai plus attendu les 3 jours ou la semaine dont je vous parlais au début. Avant, il me fallait 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour démêler un truc parce que dans le flot des informations et le tumulte du quotidien, j'avais pas le temps de traiter chaque situation. Et aujourd'hui, je peux enchaîner un peu plus de situations parce que je vais démêler plus vite. Parce qu'à un moment aussi, je croyais qu'il fallait que je me coupe de tout, parce que j'étais hypersensible, je recevais trop d'infos, alors il fallait que je sois toute seule dans une forêt. Il y a des phases, on a des saisons, on a des cycles. Donc, une fois que tu as le process et que tu es plus fort, que tu es dans ta puissance intérieure, tu vas pouvoir... Voilà, si je dis ça, si en ce moment tu sens que tu es dans cette phase, je dois être seule chez moi, je suis hypersensible, je ne peux pas, il y a trop d'informations. Je dis ça avec beaucoup d'amour et d'autocompassion parce que tout ce que je vous livre, c'est que je l'ai pensé, c'est des versions de moi. Et donc, un jour, non, quand tu as ce process, tu peux ressortir. Et voilà, si demain, là, je dois sortir, je croise des gens, je sais que je sais dire non, je sais ce que ça veut dire poser ses limites, je sais ce que ça veut dire se préserver. Avant, je savais même pas ce que ça voulait dire parce que j'étais managée par le sacrifice, le sauveur sacrificiel en moi, donc c'était impossible. Donc voilà. Le sauveur empathique, quand même, niveau 1, niveau modéré, a du mal à dire non, mais il sait le faire quand c'est nécessaire. C'est toujours pas confortable, mais quand c'est nécessaire, ça passe. Et je pense, maintenant que je vois comment je suis dans ma puissance, je sais recevoir un non, donc je sais plus facilement aussi donner des noms. Ça, c'est pareil, si tu arrives à passer dans ta puissance, le non, au début, c'est très très dur. Moi, c'était dire non, c'était abandonner, rejeter, ne pas pouvoir aider, etc. Enfin, tu vois, tout ce que ça me ramène. Aujourd'hui, dire non, c'est voir l'autre dans sa puissance, dans son alignement, dans son empathie verticale, dans sa force, quoi. Je vois plus sa part victime. Je vois une belle âme en face de moi, et donc je vais être aussi exigeante envers moi qu'envers les autres, et tout rééquilibrer comme ça. Et il faut faire attention, je suis ici pour simplement vous dire, attention au niveau 3, il y a le niveau psychiatrique. Il y a le sauveur obsessionnel. Ce niveau est extrême et peut devenir un trouble psychiatrique. La personne se croit investie d'une mission pour sauver les autres à tout prix et elle se met en danger en voulant secourir des personnes toxiques, violentes ou destructrices. Elle développe un complexe du messie, elle pense être la seule capable à sauver le monde. Et cela peut conduire à des comportements compulsifs, paranoïaques ou mégalomaniaques. Les pensées typiques. Je suis la seule personne qui peut t'aider. Sans moi, cette personne va mourir ou sombrer. Je dois me sacrifier pour les autres, quitte à souffrir. Et là, je pense à Dr House ou Urgence, ces séries comme ça, où il nous faut voir plein de situations de famille, plein de types de personnalités, où tu sais, il y a aussi ce parent qui donne des choses à son enfant pour le rendre malade et qui va l'emmener souvent à l'hôpital. Et puis au bout d'un moment, ils vont se rendre compte, dans Urgence ou dans Dr House, je sais plus, ou dans Grey's Anatomy, que c'est le parent qui met des trucs dans la nourriture ou qui rend malade son enfant. Et en fait, c'est aussi, il y a plein de manières de le voir, je veux dire, que faut apprendre à discerner tout le temps. Et nous, on a cette grande force de avoir, voilà, même si la personne, elle se présente à toi et qu'elle dit « Oh, mon enfant est malade » et tout ça, si aujourd'hui vous êtes dans le soin ou je sais pas, d'avoir... tu vois, tu sauras que le verbal va pas avec le langage du corps. Tu sauras détecter les regards entre eux, la relation entre eux, le lien entre eux, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Et que toi aussi, de toi-même, si un jour tu as besoin d'aide, je pense à ça, parce que souvent, j'ai observé ça, j'ai eu 3 états dans l'hypersensibilité. C'est l'hypersensible ma version qui s'enferme, qui s'isole, qui veut plus demander d'aide parce que je trouve pas, personne comprend, je suis la seule à pouvoir m'en sortir et tout ça. Il y a le deuxième type qui va chercher à droite à gauche.
Donc j'ai cherché à droite à gauche, j'étais à la pharmacie. La pharmacienne m'a dit, je suis aussi réflexo, je sais pas quoi, est-ce que ça vous dit et tout d'essayer? Parce que je lui parle de mes problèmes digestifs. Ok. Et en fait, les gens vont vouloir essayer comme ça de t'aider parce que toi, tu es en train de chercher une solution, donc tu es dans ta part victime pour eux. L'autre en face, si c'est un sauveur psychiatrique, là, niveau psychiatrique obsessionnel, il va peut-être te dire des choses, te faire prendre des choses qui vont te rendre encore plus malade et après il te dira tu viens me voir si ça va pas et puis faut faire gaffe à tout quoi. Et nous souvent on est... Enfin moi j'étais très 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 naïve, très... on m'a souvent dit que j'étais un bisounours, très naïve et tout ça. Et donc de prendre conscience de ça à un niveau, c'est ça, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de conscience quand je vous parle. C'est pour ça que j'avais du mal à chaque fois à me dire allez je fais des lives et puis j'ai très peur que ce soit pas clair et pas compris parce que il y a tout le premier niveau qu'on vient de voir au niveau personnel, développement personnel, de moi à moi. Et après, tout ce que je vous dis, il faut le transposer aussi de moi envers les autres et aussi d'observer, de transposer. Vous savez, c'est cette phrase de Socrate, les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Tu vas transposer dans toutes les sphères de ta vie, dans toutes les situations, dans toutes tes croyances, tes pensées, pour vraiment conscientiser les choses, mais c'est pas si ça te prend la tête, ne le fais pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien vous donner pour le conscientiser, pour le renforcer. Vous savez, un homme averti en vaut deux, donc voilà. Et parce que donc là, pour finir, Socrate, c'était les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Les gens moyens de leurs expériences et les gens stupides savent déjà tout. Donc c'est bien d'aller poser des questions, mais souvent j'ai remis, je pense, mon pouvoir personnel entre les mains de gens, de personnes où en fait ça aurait pu être carrément dangereux. Ça aurait pu être carrément dangereux. Et donc, si vous vous reconnaissez dans le sauveur obsessionnel, dans le niveau psychiatrique, pareil, beaucoup d'amour, beaucoup d'autocompassion, parce que ça peut aussi générer des troubles anxieux sévères, de la dépression, le burn-out extrême, la dépendance émotionnelle grave, l'isolement social, et dans certains cas, cela peut nécessiter une prise en charge psychologique ou psychiatrique. Donc, je vous invite à aller voir quel type de bébé vous avez été, quel type d'enfance vous avez eu, si ça vous intéresse. Et puis c'est pas un truc je vais travailler là-dessus, c'est maintenant que j'en ai conscience, je laisse ça dans un coin de ma tête et les choses vont remonter naturellement, vont émerger naturellement. Et puis voir aujourd'hui quel type d'adulte je suis. Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que je suis managée par cette croyance de devoir sauver, aider, contribuer, donner mon avis quand on m'a rien demandé? Voilà. Où vous en êtes par rapport à ça? Faites le point par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez vécu. Et voilà pour aujourd'hui. Je suis dans le flow, je suis partie dans tous les sens, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver en message privé ou par mail, vous savez où me trouver. Et puis je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre le parcours en pas de flow que j'ai créé spécialement pour faire de l'hypersensibilité une force. Et puis, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une masterclass offerte où je vous dévoile toute ma méthode, ce qui peut aussi vraiment vous donner des clés. Donc, je vais remettre la description, le lien dans la description ici. Et sinon, vous l'avez sur mes vidéos YouTube. C'est tout pour moi. Belle soirée, prenez bien soin de vous. Belle journée, il n'est que midi. Ciao!